Ceci est un enregistrement de l'atelier que j'ai tenu lundi 20 juillet 2026 pour le club Revivre. Le club Revivre est mon club de guérison après ou pendant une relation toxique, que ce soit travail, famille ou conjoint-conjointe. Et je tiens un atelier sur un sujet bien précis une fois par mois. Tout l'atelier dure un peu plus d'une heure, 1h15, 1h20 si je me souviens bien. Et si vous voulez voir tout l'atelier ou participer aux prochains ateliers ou faire le travail du club Revivre, il vous suffit d'aller faire un tour sur revivre.club et là, vous pourrez en savoir plus et même vous enregistrer. Mais dans l'entretemps, je vous ai mis un extrait d'une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes, histoire de vous donner un petit coup de pouce dans la bonne direction. J'espère que vous trouverez ça utile. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier. Aujourd'hui, j'ai préparé un truc sur la maladie. C'est-à-dire comment et est-ce que cette relation, donc sous-entendu la relation narcissique, nous rend malade. Alors, déjà, pour commencer, on pourrait commencer par se poser la question de est-ce que couper avec une personne toxique, mettre fin à une relation toxique, quelle qu'elle soit, bon, c'est une relation émotionnelle, c'est une décision émotionnelle, une décision relationnelle, mais est-ce que cela ne pourrait être considéré comme un acte de soin, en fin de compte, au même titre que faire du sport, mieux dormir, changer son alimentation? Et est-ce que ce type de soin, si on y réfléchit bien, n'est pas plus puissant que les interventions plus classiques, c'est-à-dire aller chez le médecin et se faire soigner. Parce que on sait que les traumatismes ont un effet sur nous et si on est dans une relation toxique, quelle qu'elle soit, ben, certaines relations toxiques, on peut pas vraiment, la plupart, hein, on peut pas vraiment y échapper aussi facilement que ça. Par exemple, quand on est petit, si on est enfant, si on est dans une relation abusive étant jeune, bah, on peut pas vraiment y échapper. Et est-ce que si on pouvait y échapper, ça ne serait pas une meilleure solution que de tomber malade en quelque sorte? Euh, alors, on sait que euh, les expériences négatives qui sont précoces, les expériences négatives qu'on a eues en tant qu'enfant, peuvent être associées à des risques plus élevés de plusieurs maladies, hein, dont le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires chroniques, entre autres l'asthme, et ça je vais en reparler un peu plus tard parce que j'ai bossé là-dessus justement, j'ai bossé dans un service à l'époque qui était spécialisé dans les maladies respiratoires et d'autres choses telles que les consommations de substances, suicide, dépression, etc., etc. En gros, des choses que l'on disait à l'époque qui n'étaient bon, c'était un hasard. Et puis on s'est rendu compte quand même qu'il y avait pas mal de hasards qui se répétaient, hein, et quand il y a beaucoup de hasards qui se reproduisent, on commence à parler d'un faisceau d'indices. Mais aujourd'hui, avec les plus récentes études, on sait quand même que si en se basant sur l'épigénétique, on sait parfaitement qu'on a plusieurs gènes. Le plus souvent, ça va être plusieurs, d'ailleurs, euh, qui vont être inactifs jusqu'au moment où ils vont être allumés, quoi. C'est comme un interrupteur. Et à partir du moment où une certaine combinaison de gènes va avoir été allumée, eh ben, on risque d'avoir justement diabète, cancer et d'autres maladies. Je me souviens qu'à l'époque, au Danemark, il y avait eu des études qui avaient été faites sur la sclérose en plaques, justement, où on avait dit, c'est quand même marrant qu'il y a quand même certaines choses qui se sont produites à la suite l'une de l'autre dans la vie de plusieurs de ces clients. Et voilà, apparemment, ça s'est développé. Enfin, ils ont eu une sclérose en plaques. Alors, quelles sont les lignes qu'on peut tirer et quelles sont les choses qui peuvent en découler? Pour l'instant, on n'est pas encore sûr, mais ben voilà, quoi, il y a certains faits
où on sait que les différents traumatismes vont, peuvent démarrer certaines choses. On sait également que le stress post-traumatique et les différents traumatismes vont être reliés à l'obésité. Alors, je ne parle pas de l'obésité des gens qui bouffent comme des porcs et qui ne bougent pas, etc., comme on les voit régulièrement. Mais vous allez avoir des gens qui, même s'ils mangent comme d'habitude, en gros, hein, s'il n'y a pas vraiment voilà, ils font pas d'excès, eh ben, ils prennent du poids. Euh, Ça, on sait que ben, le stress post-traumatique, le traumatisme, le stress peut faire grossir, il peut faire maigrir également, il peut causer des maladies cardiovasculaires. Et puis, les traumatismes interpersonnels, donc ces traumatismes qui arrivent dans une relation proche, que ce soit un conjoint, une conjointe ou de la famille, eh ben, on a remarqué que quand il y a des problèmes, quand il y a des traumatismes interpersonnels, eh ben, il va y avoir des conséquences plus marquées et bah, c'est une constatation. Alors, c'est vrai, on n'en parle pas souvent. C'est vrai, très souvent, on le minimise, mais force est d'admettre que ben, il y a quelque chose qui use la santé. Alors, quand on stresse, euh, quelle que soit la raison, on va passer pas mal de temps sur le stress parce que c'est un facteur important. Quand on stresse, le cortisol est libéré. D'ailleurs, ce cortisol va s'accumuler très souvent dans la graisse aux environs du ventre, et c'est pour ça que ben voilà, il y a des gens qui vont avoir un gros ventre quoi qu'ils fassent, par exemple. Ça peut mener d'ailleurs à des inflammations, donc à des problèmes cardiovasculaires. Et puis, euh, il se passe que notre système sympathique se met en action. Alors le système sympathique, ça ne veut pas dire qu'il est gentil, ça veut dire qu'il est sympathique parce qu'il ressent comme nous, enfin il nous suit, il est sympathique, il est dans la mouvance avec nous. Le système sympathique, le système nerveux sympathique va se déclencher lorsqu'on stresse, et c'est là où on entre dans un état qui fait qu'on va euh, ou combattre, ou fuir, ou être sidéré, ou se soumettre, etc. Et donc, ce système se met en branle en cas de stress. Et en fin de compte, quand ça marche, c'est super, c'est bien fait parce que toutes ces hormones qui sont libérées vont faire qu'on va avoir une vue qui va être beaucoup plus précise, notre ouïe devient meilleure, on a de meilleurs réflexes, on est prêt à l'un ou à l'autre. Et en fin de compte, c'est un très bon truc, hein, c'est ce qui nous a fait survivre jusqu'ici. Donc, notre système s'active et, chose importante, notre système s'active et en fin de compte, c'est démarré par le cerveau. C'est le cerveau qui démarre ça. Alors à la base, c'était oulala, gros chat avec des rayures qui est en face de moi, je me casse parce que c'est un tigre, etc. Mais pour notre cerveau, il y a d'autres dans la vie d'aujourd'hui, on rencontre beaucoup moins de tigres, en tout cas dans la plupart des villes françaises, mais il peut être activé, il peut se sentir en danger pour une raison ou pour une autre. Si je suis mise à la porte de mon appartement, si la personne que j'aime disparaît de ma vie, si ceci, si cela, bah, ça démarre le même stress. Notre système nerveux ne fait pas la différence entre, bah oui, entre un tigre et une situation qui est comprise comme dangereuse d'une façon ou d'une autre. Et quand ça marche et quand c'est nécessaire, c'est vrai, c'est un très bon système, mais en cas de traumatisme et en cas de traumatisme répétitif, bah, ça finit par faire dérailler le système et par faire exploser, en fin de compte, ce système. On ne peut pas être en état de stress et d'hypervigilance constamment. À un moment donné, notre système est épuisé. C'est un système qui est fait pour
pour les cas extrêmes, pour les cas spéciaux, pour les exceptions, mais c'est pas prévu pour être mis en route le matin et éteint le soir au moment du coucher. Ça marche pas comme ça. Arrive un moment où la machine ne peut plus tenir. Ça correspond à être à fond sur l'accélérateur avec votre bagnole, constamment, 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 sans bouger le pied. Tôt ou tard, ça va surchauffer la mécanique. Après, justement, certaines de ces choses vont mener à des douleurs chroniques. C'est-à-dire que euh, ce que l'on a remarqué, c'est que lorsqu'il y a de la violence relationnelle, il va y avoir des douleurs chroniques qui vont suivre. Et ça, alors j'ai pris quelques exemples, hein, mais franchement, j'ai pris que quelques exemples parce que, euh, je veux dire, les exemples, il y en a beaucoup plus. Mais là où est le truc, c'est que chacun va avoir ses douleurs, en quelque sorte. Bon, personnellement, je sais que moi, c'est les maux de tête. Et ça dépend des maux de tête, parce qu'il y a des maux de tête quand j'ai trop bu, hein, il y a des maux de tête quand j'ai des problèmes de dos, et il y a des maux de tête de stress. Et ça, on peut la connaître, ils sont à des endroits différents. Voilà, c'est tout. Donc, on connaît peut-être chacun, si on est un petit peu attentif, on peut chacun apprendre à reconnaître ses douleurs chroniques, même si on n'identifie pas toujours la cause, mais on va dire, tiens, voilà, ça revient, on l'a. Et le problème de ces douleurs chroniques, qui sont donc dues au traumatisme, au stress, aux violences relationnelles, etc., c'est que ben, très souvent, ça va être plus ou moins invisible. Hein, une insomnie, on a mal au ventre, bah oui, ben on vous a fait passer un écho, une échographie, on n'a rien vu, bah oui, bah non. Bon, bah c'est dans votre tête, hein, et puis c'est tout. Je veux dire, c'est très souvent des douleurs invisibles. C'est pas comme un bras cassé ou un cancer ou ce que vous voulez où on peut mesurer, voir et constater. Là, voilà, quoi, c'est invisible et donc très souvent, ça va pas être traité du tout ou ça va très souvent être très maltraité. Et à la limite, par exemple, si on parle de migraines, même s'il y a maintenant aujourd'hui des médicaments contre les migraines, ben, il va y avoir des cas où, ben, bizarrement, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas tout simplement parce que la raison pour laquelle on a ces migraines n'est pas dans ce que le médicament prend en charge, tout simplement. Et donc, quand il y a par exemple violence relationnelle, alors violence relationnelle, c'est pas nécessairement physique, hein, ça peut parfaitement être psychologique, et c'est pas nécessairement parce que très souvent ça va être les hommes qui vont être accusés de violence. Euh, les femmes peuvent être très violentes également, hein. Bon, rarement physique, mais ça peut être violent quand même. Quand il y a des violences relationnelles, après un certain temps, eh ben ça va impliquer certaines choses dans notre santé. Et là, du coup, on risque de tomber malade. Et du coup, ça veut dire que la personne ou le survivant, dans ce cas-là, la victime de la violence, c'est cette personne qui va être vue comme le problème. Oh bah oui, bah, il est toujours malade. Alors c'est généralement, ça va plus souvent être les femmes qui vont tomber malades que les hommes, hein. Ça, c'est dans les statistiques. Apparemment, c'est plutôt de cette façon-là dont les femmes supportent ou vivent le traumatisme. Et donc, bah oui, vous voyez, bon, bah, il y a toujours quelque chose de cassé dans cette machine, elle est toujours malade, etc. Et la personne malade, dans ce cas-là, culpabilise. Et du coup, bah, les choses, bah, ça va encore pire, bien entendu, ça s'empire. On a remarqué donc que quand il y a ce phénomène de stress, enfin, mène aux mêmes symptômes que dans les relations malsaines. Et ça va être quel que soit le stress dont on parle. Par exemple,
le stress, le stress quotidien, hein, payer les factures, se souvenir de ceci, de cela, d'aller chercher les enfants à l'école, etc. Tous ces petits trucs, tous ces petits stress, euh, ben, ça peut mener à ces mêmes problèmes. De même donc que, et surtout, quand on est dans une relation narcissique. Donc, c'est-à-dire que les humiliations, les déceptions, les trahisons, etc., que l'on vit quotidiennement dans la relation narcissique, stressent notre système ou donnent les mêmes résultats que le fait d'être stressé ou le fait d'être traumatisé. Et donc très souvent, malheureusement, quand on est dans une relation narcissique, on a non seulement le stress de la relation narcissique, mais on va très régulièrement également avoir le stress quotidien, et puis on va avoir le stress éventuellement du travail, hein, pourquoi pas, et les uns et les autres s'accumulent. Et c'est d'ailleurs, et ça je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai remarqué très souvent les personnes narcissiques vivent plus longtemps que certaines autres. Alors, une de mes théories, c'était que le barbu là-haut, il n'est pas trop pressé de les voir arriver, ce qui est possible. Et puis, bah, l'autre possibilité, hein, enfin, à laquelle j'ai régulièrement pensé, c'est que du fait où les personnes narcissiques vous balancent toujours toute leur merde, toute leur poubelle, en quelque sorte, eh ben, c'est nous qui prenons le truc, c'est nous qui stressons et donc qui nous accourtons la vie. Mais eux, par contre, du fait où ils ne stressent pas, hein, pas de la même façon, puisqu'ils nous retransmettent tout, ils balancent tout sur les autres, bah, eux, en fin de compte, ça va, quoi. Ils sont assez vidés, assez stables. Le problème est que c'est pas prouvé et c'est difficilement prouvable. Parce que euh, si on voulait prouver que le stress, enfin qu'une relation narcissique a un impact sur notre santé, voilà à peu près ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que il faudrait, pour démarrer l'étude, il faudrait trouver aux environs de 150 000 personnes à la base. D'accord. Donc, ce genre d'étude, il faudrait le faire aux États-Unis parce que trouver 150 000 Européens qui ont plus ou moins la même culture, qui parlent la même langue, machin, etc., oublié. Donc, on va dire, on va aller aux États-Unis et on va trouver 150 000 personnes relativement jeunes. Et puis, on va démarrer cette étude. Donc, une étude qui va durer une trentaine d'années, quoi, en gros, hein. Et donc, il va falloir suivre ces personnes au long de toute leur vie et donc effectuer des mesures. Est-ce que ce sont des personnes qui stressent facilement? Qu'est-ce qui les stresse? Ou est-ce qu'elles stressent plus difficilement? Quels sont les genres de relations qu'elles ont? De quelle façon gèrent-elles ceci, cela? Enfin bref, il va falloir faire des trucs réguliers et donc examiner celles qui ont vécu ou qui vivent une forme ou une autre d'abus narcissique. Donc disons, si on en trouve 10%, 10% qui tombent sur des relations narcissiques, ça serait pas mal, hein. Ça nous donnerait 15 000 personnes à peu près, donc là, il y a de quoi faire. Là, dans ce cas-là, on va voir, OK, ces 15 000 personnes, elles ont vécu des trucs narcissiques. Quelles sont les maladies qui sont reliées à ceci, à cela, etc., que les autres n'ont pas. Voilà. Ça serait comme ça qu'on pourrait faire une étude euh, correcte pour pouvoir prouver l'impact de la relation narcissique sur le corps humain ou sur les personnes. Alors, une étude de ce genre, il faudrait trouver des sponsors pour la payer, hein, parce que ça se fait pas comme ça. Alors, bonne chance pour trouver quelqu'un qui veut payer une étude de cette envergure et sur cette période. Donc, vous pouvez parfaitement laisser tomber. Ça ne sera jamais fait. Ça m'étonnerait fort. Et donc, on ne pourra jamais vraiment prouver, scientifiquement parlant, qu'il y a un impact sur la santé des relations narcissiques. Et ça va être, enfin ça peut être problématique justement pour aider les gens qui sont dans ou qui viennent de sortir d'une relation narcissique. Alors, quand
dans ces relations, quand il y a tout cet effet de stress et tout ce traumatisme et toute cette violence, en quelque sorte, ce dont on se rend compte, c'est que il y a des changements biologiques. D'accord. Alors, bien entendu, il va y avoir des changements biologiques qui vont être dus à la façon dont vous avez été blessé physiquement, hein, violence physique, mais il peut y avoir des symptômes qui vont se développer. Les gens qui, par exemple, alors maintenant je vais dire n'importe quoi, hein, qui vont avoir du mal à parler parce que vous êtes rarement entendu, eh ben, on va bégayer ou on va avoir des problèmes de gorge réguliers, etc. Parce que notre corps va exprimer quelque chose que notre psyché n'a pas le droit de faire ou ne peut pas faire. Parce que